L'aube cassa sur la vallée d'Ashwick, comme une blessure qui refusa de fermer, peignant le ciel étouffé par la fumée dans des nuances de rouille et de vieux sang. Les ruines du manoir Christopher encore fumaient 3 jours après que les crocs cramoisis avaient chevauché à travers comme l'apocalypse donné chair et fureur. Ce qui avait une fois été le plus grand domaine dans les territoires du Nord était maintenant rien que squelette de pierres carbonisées et terre couverte de cendres qui craquaient sous pieds nus comme promesses brisées. Dans le centre de cette dévastation, une figure se tenait immobile. Anaya Christopher était petite, douloureusement ainsi comparée aux guerriers montés tournoyant le périmètre dans la distance. Sa robe, une fois le meilleur du dimanche de sa sœur aînée, maintenant juste lambeau de tissu gris déchiré, pendait de sa mince silhouette comme linceul funéraire. Ses cheveux blonds blancs, emmêlés avec 3 jours de suie et de sang séché, tombaient en cordes emmêlées autour de son visage. Ses pieds étaient nus, laissant des empreintes cramoisies où la cendre chaude avait brûlé à travers les callosités gagnées de ça. Fameuse finale tentative d'évasion désespérée. Elle avait l'air brisée, vaincue, exactement ce qu'ils attendaient de la seule survivante. Mais alors elle leva sa tête et la lumière de l'aube attrapa ses yeux. Argent, pas gris, pas bleu pâle, mais argent véritable qui semblait briller avec leur propre lumière intérieure. La marque de la lignée Christopher, la malédiction qui avait condamné toute sa famille à la mort. Et dans ses yeux argentés brûlait quelque chose que les crocs cramoisis auraient dû craindre bien plus que toute prophétie ancienne. La froide, patiente promesse d'une survivante qui n'avait plus rien à perdre et tout le temps du monde pour planifier son jugement. Mais comment une fille de 19 ans devint la seule survivante du plus brutal massacre dans l'histoire de Thornwick? Quoi pourrait possiblement justifier l'extermination complète de 47 personnes, incluant des enfants à peine assez vieux pour marcher? Et pourquoi, après 3 jours de se tenir dans les cendres de tous ceux qu'elle avait jamais aimés, il y avait encore du feu brûlant dans ses maudits yeux argentés? La réponse gisait dans 5 mensonges et une prophétie qui avait été tordue en quelque chose de monstrueux. Le goût de la fumée était devenu si familier, Anaya le remarquait à peine encore. Il enduisait sa langue, remplissait ses poumons à chaque respiration, s'installait dans sa gorge comme un rappel permanent de ce qui avait été pris. L'air du matin était froid, mordant sa peau exposée, mais elle ne le sentait pas. Elle n'avait pas senti grand-chose de quoi que ce soit pendant 3 jours, sauf le poids du corps de sa mère pressant sur elle, dans ses heures finales, la protégeant même dans la mort. Dans la distance, les guerriers montés s'approchaient, 5 d'entre eux cette fois, leur armure attrapant le faible soleil. Les crocs cramoisis, les forces d'élite du roi Alpha Albert Raoul, faisant leur balayage final pour s'assurer qu'aucun témoin ne restait. Pas de bouche, pas de survivants pour contredire l'histoire officielle qui se répandrait déjà à travers le royaume comme pourriture à travers bois mort. « Enfants, s'il vous plaît !» La voix vint de derrière elle, craquée par l'âge et le désespoir. « Ils reviennent. Nous devons partir, maintenant. » Vieille Martha apparut à l'épaule d'Anaya, son visage buriné, plissé de peur. La femme herboriste avait vécu au bord des terres Christopher pendant 40 ans. Trop pauvre pour importer, trop vieille pour menacer. Elle avait trouvé Anaya des heures après l'attaque, l'avait tirée dessous les poutres effondrées, et le cadavre refroidissant de sa mère avec une force qui n'aurait pas dû exister dans ses bras anciens. « Qu'ils viennent, » Anaya dit doucement. Sa voix sonnait étrange à ses propres oreilles, creuse, distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre entièrement. « Tu ne peux pas les combattre. Tu es juste une fille. » Anaya se tourna pour regarder Martha, et la vieille femme tressaillit de ce qu'elle vit dans ses yeux argentés. Juste la dernière, Christopher. Juste celle qu'ils ont laissée vivante. La main ridée de Martha saisit le bras d'Anaya avec une force surprenante. Les derniers mots de ta mère, tu te souviens? Avec elle, la voix de la vieille femme se brisa.
Elle dit, « Montre-leur la vérité, pas la vengeance, ma fille. Promets-moi que tu lui as fait du mal. Promets-moi que cela signifie quelque chose. » Anaya fixa les cavaliers approchant. L'armure du chef portait l'insigne de Rowan Thorn, le loup et les épées croisées du commandant des Crocs cramoisis, l'homme qui avait mené l'attaque, l'homme qui avait ordonné sa maison, brûlée avec sa famille encore à l'intérieur. « Je l'ai entendu, » Anaya dit doucement. Alors elle laissa Martha la tirer, dans la ligne d'arbres, dans les ombres où les morts ne pouvaient suivre, et les vivants apprirent à devenir des fantômes. Mais alors qu'elle disparaissait dans la forêt, les yeux argentés d'Anaya restèrent fixés sur les ruines derrière elle, mémorisant chaque détail, comptant chaque crime, pesant chaque dette qui finirait par échoir. Avant que tu décides ce que tu fais à sa place, avant que tu juges ses choix ou questionnes ses méthodes, tu as besoin de comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Tu as besoin de savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont détruit. Et crois-moi, la vérité est tellement pire que tu n'imagines. 3 jours plus tôt, minuit, nuit de feu, le manoir Christopher avait été vivant de célébration. Le plus jeune frère d'Anaya, Damian, 7 ans, avait enfin sa cérémonie de nommage, le Christopher Wright traditionnel, où les enfants reçoivent leur vrai nom devant la famille et les anciens dieux. La grande salle flambait de lumière des torches et résonnait de rire. Tantes, oncles, cousins des familles de branches, 47 personnes au total, rassemblées sous un même toit pour la première fois depuis des années. Anaya se souvenait danser avec ses sœurs jumelles, Alara et Myriam, toutes deux 12 ans et gloussant alors qu'elles tournaient dans leurs nouvelles robes. Elle se souvenait de son père, Lord Edmund Christopher, grand et fier, les yeux argentés brillants alors qu'il levait sa coupe en toast après toast. Elle se souvenait de sa mère, Lady Vivian, belle et radieuse, se faufilant entre les tables pour s'assurer que chaque invité se sentait bienvenu, se sentait aimé, se sentait en sécurité. Elle se souvenait sentir, pour peut-être la dernière fois de sa vie, complètement et entièrement heureuse. Le son de sabots sur pierre brisa. Tout. Au début, personne ne comprit ce qui se passait. Les coups sur les grandes portes du manoir auraient pu être des invités arrivant tard. Les cris auraient pu être des gardes gérant des voyageurs ivres. Même quand les portes éclatèrent vers l'intérieur, se brisant de leurs gonzes de fer, il y eut un moment de silence confus. Alors ils virent les cavaliers, 50 guerriers montés en armure noire, l'insigne des crocs cramoisis flamboyant sur leur poitrine comme du sang à la lumière des torches. Ils remplirent le hall d'entrée avec la puanteur de l'acier et de l'intention de tuer. Leur chef, le commandant Rowan Thorn lui-même, était assis à califourchon sur un énorme cheval de guerre, son visage caché derrière un casque sans expression qui reflétait la lumière dansante des torches comme des étoiles capturées. Derrière lui, une autre figure, non montée, drapée du pourpre et de l'or de la maison royale. Duc Grégor Raoul, l'oncle du roi Alpha, son visage tordu d'une chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Par ordre du roi Alpha Albert Raoul. La voix de Grégor résonna à travers le silence soudain. Il leva un parchemin. Le sceau du roi pendant de celui-ci comme une sentence de mort. La lignée Christopher est condamnée pour pratiquer la magie noire et conspirer contre la couronne. Tous les membres doivent être éliminés. Pas de merci, pas de survivants. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Ce devait être une erreur, une blague macabre, une sorte de test. Alors le père d'Anaya s'avança, main levée, yeux argentés clignotants. Il doit y avoir une erreur, Doc Grégor. Les Christopher ont servi la couronne pendant 300. Le carreau d'arbalète le prit dans la poitrine avant qu'il puisse finir. Le sang de son père éclaboussa la table de fête, la célébration, tout. Il tomba en arrière, les yeux argentés, grands ouverts de choc, de trahison, avec la terrible compréhension que c'était réel. Cela se passait et rien ne l'arrêterait. La mère d'Anaya cria,
un son d'une telle angoisse pure qu'il sembla fendre l'air même, et se jeta sur le corps de son mari. Alors l'enfer arriva. Les crocs cramoisis chargèrent. Les épées clignotèrent. Des flèches de feu tirèrent à travers les fenêtres, attrapant les tapisseries, les poutres en bois, tout. L'odeur de chair brûlante se mêlait à la fumée. Des cris résonnèrent des murs de pierre qui avaient tenu pendant des générations et tiendraient pendant des générations encore, témoins indifférents du carnage en leur sein. Le monde d'Anaya devint chaos. Sa mère attrapa son bras, les mains de sa sœur, les traînant vers les passages des serviteurs. « Courez !» La voix de Vivian Christopher coupa à travers le carnage. La cave à racines. « Allez !» Derrière elle, Anaya entendit son oncle Thomas crier des cris de guerre, entendit l'acier rencontrer la chair, entendit ses cousins de 12 ans pleurer leur mère. Elle courut, ses sœurs trébuchant à côté d'elle, leurs robes de célébration s'accrochant aux coins de pierre, se déchirant, laissant des traînées de tissu blanc comme des miettes de pain pour les loups à suivre. Elles atteignirent la cave à racines, une pièce de pierre sous les cuisines, creusée profondément dans la terre pour stocker les légumes d'hiver. Sa mère les poussa à l'intérieur, ses yeux argentés flamboyants d'amour désespéré. Restez silencieuse, restez cachée. Peu importe ce que vous entendez, ne sortez pas. Promettez-moi. Mère, Anaya tendit la main vers elle, mais Viviane reculait déjà, scellant déjà la lourde porte en bois. Je vous aime toutes. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous. Sa voix fut coupée alors que des pas tonnaient au-dessus. À travers les fissures de la porte, Anaya vit la lumière des torches, vit des ombres bouger, entendit la voix de sa mère soudain calme, soudain forte. Vous cherchez des enfants aux yeux argentés. Je les ai envoyés loin il y a des heures. Vous ne les trouverez jamais. Une voix masculine inconnue. Cherchez chaque pièce. Vous ne les trouverez pas. La voix de sa mère était plus proche maintenant, bloquant le passage vers la cave. Je suis Lady Vivian Christopher, et je mourrai avant de vous laisser toucher mes enfants. Une pause. Alors, cela peut être arrangé. Le son de l'acier entrant dans la chair. Un son humide, terrible. Le halètement de sa mère. Le lourd bruit sourd d'un corps tombant. Alara posa sa main sur la bouche de Myriam pour l'étouffer. Cri. Anaya pressa son propre poing contre ses dents si fort qu'elle goûta le sang. Elles se blottirent dans l'obscurité, 3 filles terrifiées écoutant leur famille mourir. La porte de la cave à racines cliqueta mais ne s'ouvrit pas. Des pas s'éloignèrent. Au-dessus d'elle, le feu se propageait, consommant tout. La fumée commença à s'infiltrer à travers les planches. La chaleur devint intense, suffocante. Des heures passèrent, ou peut-être des minutes. Le temps perdit tout sens dans cet enfer. Quand le toit s'effondra finalement, le son fut comme la fin du monde. Des poutres s'écrasèrent, la pierre se fendit. Tout ce qui avait été le manoir Christopher, 3 siècles d'histoire, de vie, d'amour, s'effondra sur lui-même. La porte de la cave à racines se fendit vers l'intérieur. Des débris enflammés se déversèrent. Alara cria. Myriam agrippa la main d'Anaya avec une force désespérée. Alors le plafond au-dessus d'elle céda, et le monde d'Anaya devint sombre sous le corps tombant de sa mère, la protégeant une dernière fois. Quand Anaya se réveilla des heures plus tard, elle était seule sous la cendre et la ruine. Les mains de sa sœur étaient devenues froides dans les siennes. Le corps de sa mère la couvrait comme un linceul. Elle resta là pendant ce qui aurait pu être des heures ou des jours, trop assommée pour bouger, trop brisée pour s'en soucier, jusqu'à ce qu'elle entende les voix au-dessus, les crocs cramoisis, cherchant des survivants. Et à ce moment, enterrée sous la mort, Anaya Christopher fit un choix. Elle survivrait, elle se souviendrait, et un jour elle les ferait répondre de ce qu'ils avaient fait, 1 semaine avant le massacre. Le palais royal, le bureau privé du roi Alpha Albert Roll.
Albert Rall avait 31 ans et paraissait plus vieux. 3 ans de port de la couronne avaient creusé des lignes dans son visage qui n'avaient pas existé quand son père était mort de la fièvre d'hiver et lui avait laissé un royaume qu'il n'était pas prêt à gouverner. Il se tenait à la fenêtre de son bureau, fixant la capitale de Thornwick alors que le soleil se couchait, peignant tout dans des nuances de sang et d'or. Derrière lui, Doug Gregor déroula un ancien parchemin sur le bureau. « Tu as besoin de voir ceci, neveu. » La voix de Gregor portait le poids d'une sombre certitude. « Je l'ai trouvé dans les archives royales, caché, bien sûr. Ton père devait le savoir avant de mourir. » Albert se tourna, la réticence lourde dans sa poitrine. « Plus de prophéties, oncle. Tu sais que je ne mets pas de confiance en... » Celle-ci est différente. Le doigt de Gregor traça le texte fané, écrit en vieux lichin que peu pouvaient encore lire. « Écoute, quand 7 enfants aux yeux argentés marcheront sous un même toit, le faux trône tombera et le vrai sang s'élèvera. » Albert sentit son estomac tomber. « Enfants aux yeux argentés? Tu veux dire les Christopher? » La voix de Gregor était sombre. Lord Edmund et Lady Vivian ont 7 enfants, tous avec des yeux argentés, tous se rassemblant au manoir Christopher la semaine prochaine pour la cérémonie de nommage du plus jeune enfant. Cela ne veut pas dire, cela signifie tout. Gregor claqua sa main sur le bureau. Les attaques surnaturelles augmentant le long de nos frontières, les échecs des récoltes, le sentiment que quelque chose est en train de se déplacer, de changer, de venir. Et maintenant, cette prophétie et 7 enfants, Christopher aux yeux argentés, tous rassemblés en un seul endroit. Au même moment, Albert secoua sa tête, mais le doute rampait comme du poison. Les Christopher ont servi la couronne pendant des générations. Ils sont loyaux. Ils pratiquent la magie noire, Albert. Tout le monde le sait. Ses yeux argentés ne sont pas naturels. Ils voient des choses, sentent des choses qu'ils ne devraient pas. Et si cette prophétie est juste, s'il planifie de se soulever contre toi, Gregor laissa l'implication en suspens. Albert pensa au trône qui avait été celui de son père, de son grand-père, de sa famille pendant 60 ans. Pensa au royaume qui lui faisait confiance pour les protéger des menaces à la fois mortelles et surnaturelles. Pensa à ce qui arriverait s'il ignorait un avertissement et avait tort. Que suggères-tu? Les mots avaient le goût de cendre dans sa bouche. Élimine la menace. La voix de Gregor était plate, clinique. Envoie le commandant Thorne avec les crocs cramoisis. Fais-le vite. Affirme qu'ils ont été pris à pratiquer la magie interdite, ce qui est techniquement vrai. Le royaume comprendra. La couronne sera en sécurité. Albert ferma les yeux. Ils ont des enfants, Gregor. 7 d'entre eux. La prophétie dit 7 enfants aux yeux argentés. Tu ne peux en laisser aucun en vie. Pas si tu veux survivre. À ce moment, le roi Alpha Albert Rall prit la pire décision de sa vie. Une décision qui entrait ses cauchemars pendant des années. Une décision qui lui coûterait presque tout. Envoie le commandant Thorne. Dis-lui de faire vite. Pas de souffrance si cela peut être évité. Sa voix craqua sur le dernier mot. Et Gregor, dis-lui que la survie du royaume dépend de cela. Pas de survivants, pas de témoins, pas de merci. Présent jour, les ruines du manoir Christopher. Aube du 4e jour. Vieille Martha amena Anaya à sa chaumière au bord de la vallée. Une petite structure de pierre qui sentait les herbes séchées et la vieille fumée. Elle nettoya les plaies d'Anaya avec des cataplasmes qui brûlaient et piquaient. Elle enveloppa ses pieds brûlés dans un tissu propre. Elle lui donna de la soupe claire qu'Anaya pouvait à peine goûter, et elle lui raconta les nouvelles de la capitale. Le décret du roi est sorti hier, Martha dit doucement, ne rencontrant pas les yeux d'Anaya. Affiché sur chaque place de ville, lu sur chaque marché, justice rendue contre les commerçants Christopher qui pratiquaient la magie interdite et conspiraient contre la couronne. Ils l'appellent un mal nécessaire, une action regrettable, mais inévitable pour protéger le royaume. Enya ne dit rien.
Juste fixa la petite fenêtre de la chaumière, à la fumée encore montant de sa maison dans la distance. Enfant, tu dois quitter Thornwick. Ce soir, j'ai des cousins dans les marches qui... Combien? La voix d'Anaya était à peine un murmure. Quoi? Combien de membres de la famille ont-ils listés comme éliminés? Le silence de Martha fut une réponse suffisante. Dis-le, Anaya exigea. J'ai besoin de l'entendre. 47, la voix de Martha se brisa. Ils ont listé tous les 47 noms dans le décret. Chaque Christopher qui était au manoir cette nuit-là. Pendant cette vie, 47 noms qu'elle avait connus depuis la naissance. 47 personnes qui avaient ri et dansé et célébré juste des heures avant qu'il ne meure. Anaya se leva, ses pieds enveloppés protestants, et marcha vers la porte. Martha l'appela, mais Anaya ne s'arrêta pas. Elle retourna à travers la forêt, retourna aux ruines, retourna à l'endroit où tout avait fini, et quelque chose d'autre avait commencé. Elle se tenait au centre des cendres alors que le soleil montait plus haut, brûlant la brume du matin. Les guerriers montés s'étaient partis. Les feux s'étaient enfin éteints. Il ne restait rien que fumée et mémoire et rage aux yeux argentés. « Je suis toujours là », Anaya murmura au fantôme qui hantait ses ruines. « J'ai survécu, je me souviens, et je les ferai dire la vérité. » Ses yeux argentés commencèrent à briller juste faiblement, avec quelque chose qui aurait pu être de la magie, ou aurait pu être de la fureur, ou aurait pu être les premiers remuements de quelque chose que le royaume n'avait pas vu depuis 60 ans. Un gardien s'éveillant. Que se passe-t-il quand la seule personne que vous laissez vivante passe chaque instant éveillée à apprendre exactement comment détruire tout ce que vous avez construit? Quand la seule survivante du génocide devient quelque chose de plus dangereux que toute prophétie pourrait prédire quand une fille marquée pour la mort décide que la vengeance n'est pas suffisante. Elle veut la vérité. Le royaume était sur le point de le découvrir parce qu'Anaya Christopher ne savait pas encore 3 choses cruciales. Premièrement, le commandant Rowan Thorne avait vu ses yeux argentés briller dans la cave remplie de fumée et avait fait le choix en une fraction de seconde de sceller la porte au lieu de la tuer directement, rapportant la lignée entière éliminée tout en sachant qu'elle pourrait survivre. Deuxièmement, la prophétie qui avait justifié le meurtre de sa famille avait été délibérément tordue de son sens original. Les Christopher n'étaient pas des praticiens de magie noire, mais des gardiens destinés à protéger contre la corruption. Et troisièmement, la propre fille du roi Alpha Albert Raoul venait de naître avec les mêmes yeux argentés maudits, lui faisant réaliser trop tard qu'il aurait pu massacrer des innocents. Mais elle apprendrait ses vérités. Elle découvrirait chaque mensonge. Elle traquerait chaque personne responsable. Et quand elle aurait fini, le royaume brûlerait de vérité comme sa famille avait brûlé de mensonges. La question n'était pas si Anaya Christopher survivrait assez longtemps pour chercher justice. La question était si le royaume survivrait à ce qu'elle devienne exactement ce qu'il craignait. Une destructrice qui n'avait plus rien à perdre et toutes les raisons de regarder leur monde s'effondrer. 3 ans. C'est le temps que cela prendrait. 3 ans d'apprentissage, d'entraînement, de planification, de devenir quelque chose de plus que la fille brisée dans les cendres. 3 ans avant que la meute ne réalise son erreur fatale. Ils pensaient avoir tué tous les Christophers. Ils en avaient laissé une vivante. Et elle les détruirait tous. Les terres désolées au-delà de la frontière et de Thornwick étaient appelées les étendues oubliées pour de bonnes raisons. Rien n'y poussait, sauf des buissons épineux tordus et le genre de désespoir qui s'installait dans les eaux comme le gel d'hiver. Les exilés venaient ici pour disparaître. Les criminels venaient ici pour mourir. Et occasionnellement, des filles brisées venaient ici pour renaître en quelque chose que le royaume apprendrait à craindre. 6 mois après le massacre, Anaya Christopher avait cessé d'être une fille et avait commencé à devenir une arme. Le système de grotte où vieille Martha l'avait menée n'était sur aucune carte. Sculpté dans les flancs de falaises qui précédaient Thornwick elle-même, les tunnels couraient profondément dans la terre,
suivant des veines de vieille magie qui faisaient tourner les boussoles et hurler les chiens pisteurs et refuser de suivre. Parfait pour se cacher, parfait pour oublier que le monde existait, parfait pour apprendre des vérités que le monde avait essayé d'enterrer. Ta forme est bâclée. La voix résonna des murs de pierre, suivie du claquement sec d'un bâton d'entraînement contre les côtes déjà meurtries d'Anaya. Elle frappa le sol de la grotte durement, goûtant le sang et la poussière de calcaire. Eldrick Greystone se tenait au-dessus d'elle, son visage buriné impassible. Il avait 70 ans, si c'était un jour, avec des épaules voûtées de savant et des mains de guerrier cicatrisées. Ses yeux, quand ils attrapaient la lumière des torches, clignotaient avec le plus faible soupçon d'argent. Si faible que la plupart le manqueraient, mais Anaya avait appris à reconnaître les siens. Encore, dit-il, tendant une main pour la relever. Anaya la prit, se hissant sur ses pieds. 6 mois de cela. 6 mois d'apprentissage à combattre, à survivre, à canaliser la rage qui menaçait de la consumer en quelque chose de concentré et mortel. Son corps était maintenant muscle maigre, ses mains cailleuses du travail d'armes, ses pieds rapides d'esquiver les méthodes d'entraînement brutales d'Eldrick. La lignée Christopher, Eldrick dit, la tournant avec son bâton prêt, n'a pas été exécutée pour magie noire. C'était un mensonge, enfant, une fiction commode pour justifier le génocide. Les yeux argentés d'Anaya suivirent ses mouvements. Alors qu'étions-nous? Gardiens. Eldrick frappa sans avertissement, mais cette fois Anaya était prête. Elle bloqua avec son propre bâton, l'impact vibrant le long de ses bras. Pendant 3 siècles, ta famille a protégé ce royaume de lui-même. Ses yeux argentés des tiens, ils voient à travers la tromperie. Ils sentent l'abus de pouvoir. Ils reconnaissent la corruption dans les cœurs de ceux qui gouvernent. Il pressa l'attaque, la forçant à reculer à travers le sol de la grotte. Et il y a 60 ans, quand le roi Théron Raoul, le grand-père d'Albert, a commencé à traiter avec des pillards, à détourner des fonds des coffres du royaume, planifiant de consolider le pouvoir par la peur et le meurtre, qui penses-tu l'a découvert? Anaya para, s'esquiva, balaya son bâton à ses jambes. Il sauta, mais elle avait anticipé cela, inversant déjà sa frappe vers ses côtes exposées. Il bloqua à peine à temps, et quelque chose qui aurait pu être de l'approbation vacilla sur son visage buriné. Les Christophers, elle respira. Les Christophers, Eldrick confirma. Ton arrière-grand-père, Marcus Christopher, était le gardien de cette génération. Il compila des preuves. Il se prépara à les présenter au Conseil des Lords. Il croyait en la justice par les canaux appropriés. Qu'est-il arrivé? Théron avait, lui et toute sa famille assassinés dans leur sommeil, fit passer cela pour une maison rivale réglant de vieilles rancunes. Puis tua systématiquement chaque autre famille gardienne au cours de la décennie suivante, appela cela déraciner les praticiens de magie noire. Au moment où quelqu'un réalisa ce qui se passait, c'était trop tard. Eldrick abaissa son bâton, respirant difficilement. Mais Théron fit une erreur, il ne savait pas pour moi. Un cousin de branche, trop mineur pour importer, caché dans les archives comme chercheur. Quand je découvris ce qu'il avait fait, j'essayais de fuir avec les preuves. Je fus attrapé, marqué comme traître, exilé ici il y a 40 ans pour mourir oublié. Il chercha dans ses robes et en sortit un parchemin roulé, jauni par l'âge. Mais je ne suis pas mort. J'ai attendu, préservé ce que je pouvais. Et quand j'ai entendu parler d'une fille aux yeux argentés survivante au massacre Christopher, j'ai su que les gardiens n'étaient pas encore finis. Anaya prit le parchemin avec des mains tremblantes. La prophétie était écrite en vieux lichen, mais Eldrick lui avait appris assez pour la lire. Quand les ténèbres menacent de consumer la couronne, un gardien aux yeux argentés s'élèvera pour restaurer l'équilibre entre le pouvoir et la justice. Restaurer l'équilibre, elle murmura, pas détruire le trône. Ils l'ont tordu, Eldrick dit doucement. L'ont fait sonner comme si les gardiens étaient une menace au lieu d'une sauvegarde. On fait paraître tes yeux argentés maudits au lieu de bénis,
Et un jeune roi effrayé, nourri de mensonges depuis l'enfance, l'a cru assez pour ordonner l'extermination de ta famille. Les mains d'Anaya se crispèrent autour du parchemin. Donc nous n'étions pas des traîtres. Nous étions des protecteurs. Vous êtes des protecteurs. Temps présent. Eldrick plaça sa main burinée sur la sienne. La magie gardienne est dans ton sang, enfant. Je peux t'apprendre à survivre, à combattre, à utiliser des armes et de la stratégie. Mais le vrai pouvoir, la capacité de voir la vérité, de sentir la corruption, de se tenir comme un contrôle vivant contre la tyrannie, cela t'appartient seul. Au cours des 2 ans et demi suivants, Eldrick fit exactement cela. Il lui enseigna à bouger comme la fumée, à frapper, comme la foudre, à survivre de rien et à fabriquer des armes avec n'importe quoi. Il lui enseigna les vieilles langues, les histoires cachées, l'emplacement de chaque pierre gardienne placée à travers le royaume il y a des siècles. Des pierres qui reconnaîtraient son sang et d'elle seule. Par un matin d'hiver, 3 ans après le massacre, Eldrick se tenait avec elle à l'entrée de la grotte, regardant vers la capitale lointaine de Thornwick. « Tu es prête, dit-il simplement. « Comment sais-tu? Parce que tu as cessé de me demander quand tu serais prête il y a 6 mois. Parce que tu rêves de justice maintenant au lieu de juste vengeance, Obama. Parce que quand tu te tiendras devant ce jeune roi, tu pourras lui montrer la vérité sans le détruire. » Il sourit, triste et fier. Ta mère serait fière. Anaya sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, la magie gardienne dormante dont Eldrick avait parlé, s'agitant comme une bête se réveillant de l'hibernation. « Les pierres m'appelleront, tu as dit. Quand le moment sera venu, oui, tu le sentiras. » Il lui agrippa l'épaule. « Montre-leur la vérité, Anaya Christopher. Fais-leur voir ce qu'ils ont détruit. Fais-leur comprendre ce qu'ils ont presque perdu pour toujours. Et s'ils ne veulent pas voir, les yeux argentés d'Eldrick brillèrent, alors tu leur montres quand même. C'est ce que font les gardiens. » 3 ans après le massacre, Palais Royal, Thornwick, minuit. Le roi Alpha Albert Raoul était assis seul dans ses appartements privés, fixant le néant, attendant que les cauchemars viennent. Ils venaient toujours à minuit, ponctuels comme la mort, implacables comme la culpabilité. Il avait 34 ans et se sentait ancien. Les rêves commençaient de la même manière chaque nuit. Le son de sabots sur pierre, l'odeur de fumée, le sentiment de signer cet ordre d'exécution, ses mains fermes, sa conscience claire parce qu'il avait été si certain qu'il protégeait le royaume d'une menace surnaturelle. Alors les cris d'enfants, 7 d'entre eux, chacun distinct, chacun brûlé dans sa mémoire, même s'il ne les avait jamais entendus en réalité. Dans ses rêves, il était là. Dans ses rêves, il marchait. À travers le manoir Christopher, alors qu'il brûlait, marchant sur des corps, voyant des yeux argentés, le fixant avec trahison et terreur, une accusation. 7 enfants, le plus jeune à peine 7 ans, Albert pressa ses paumes contre ses yeux, essayant de repousser les images, mais elles étaient déjà là, attendant derrière ses paupières. Il le tourmenterait pendant des heures, jusqu'à ce que l'aube se lève enfin et que le devoir le force à sortir du lit pour jouer le rôle du roi fort, décisif. Son royaume attendait. Un léger coup à sa porte. « Votre Majesté, venez. » Albert dit, sa voix rauque, son garde personnel entra, pas Rowan, qui gérait les tâches de nuit ailleurs, mais le jeune Marcus Fell, à peine 20 ans et encore les yeux émerveillés de servir la couronne. « La princesse est en larmes encore, Votre Majesté. La nourrice pensait que vous pourriez vouloir. J'irai. » Albert se leva immédiatement, reconnaissant de la distraction, de l'excuse pour bouger, pour se concentrer sur autre chose que les fantômes dans sa tête. Il marcha à travers l'aile privée jusqu'à la nurserie où sa fille, sa belle, maudite, miraculeuse fille, se tenait dans son berceau avec des larmes coulant sur son visage. « Papa », Léana gémit, levant ses mains potelées de 2 ans. Albert la souleva,
sentit son petit poids se poser contre sa poitrine, ses larmes imbibant sa chemise de nuit. Elle était si petite, si innocente, si impossibly, damnablement marquée. Ses yeux, même remplis de larmes, brillaient d'argent à la lumière des bougies. La première fois qu'il avait vu ses yeux 2 ans plus tôt, alors que sa femme, Lady Beatrice, gisait mourante de complications d'accouchement, son monde s'était brisé. Béatrice avait agrippé sa main avec une force défaillante, le sang imbibant les draps, la vie s'écoulant de son visage, et avait murmuré sa confession finale. « Je suis d'une lignée Christopher de Branche, ma grand-mère. Elle l'a caché, changé notre nom, mais le sang est là, ses yeux si pleins de douleur et d'amour et de peur désespérée. Notre fille est une héritière gardienne, Albert. Elle aura les yeux argentés. Elle aura le pouvoir. Tous, du sang sur ses lèvres. Promets-moi. Promets-moi que tu ne la blesseras pas comme tu as blessé mes cousins. Promets-moi que notre fille aura la vie sauve. » Albert avait promis, sa voix se brisant. Que pouvait-il faire d'autre? Regarder son propre enfant être exécuté par des lois qu'il avait lui-même renforcées. Il avait caché les yeux de Lyanna avec de la magie d'illusion, coûteuse, épuisante, maintenue par des sorciers de cour qui pensaient qu'il dissimulait une imperfection cosmétique aux nobles jugeurs. Seules 4 personnes connaissaient la vérité. Albert, Rowan, le sorcier en chef, et vieille Myriam, la nourrice qui avait servi Béatrice et gardé ses secrets jusqu'à la mort. « Chut, petite !» Albert murmura, baissant Lyanna doucement. « Papa était là, tu es en sécurité. Je te promets que tu es en sécurité. » Mais même en le disant, il se demanda si c'était un mensonge. Combien de temps pourrait-il la cacher? Combien de temps avant que quelqu'un ne le remarque? Combien de temps avant que le duc Grégor ne découvre la vérité et n'exige qu'Albert applique ses propres lois? 6 mois plus tôt, tout avait changé. Il avait cherché dans les archives royales un précédent historique sur les lois de succession quand il avait trouvé le panneau caché dans le bureau de sa grand-mère. La reine-mère Isolda était morte il y a 5 ans et ses appartements avaient été scellés depuis derrière ce panneau. Gisait un journal relié en cuir et une collection de documents qui avaient rendu Albert physiquement malade. Sa grand-mère avait tout su. La vérité sur les gardiens, le génocide que son grand-père avait commis, la prophétie tordue, l'élimination systématique des familles qui servaient de contrepoids à la corruption royale. Elle avait tout documenté, écrit de sa main attentive, daté et témoigné. Et sur la dernière page, une lettre qui lui était adressée. « Mon très cher Albert, si tu lis ceci, alors les péchés de Théron sont enfin rentrés chez eux pour reposer. Tu feras face à un choix que ton grand-père n'a jamais eu à faire continuer son héritage de peur et de sang, ou choisir un chemin différent. Choisis sagement, choisis la miséricorde, choisis la vérité. L'âme du royaume en dépend. Isolde. » Pendant 6 mois, Albert avait secrètement cherché Anaya Christopher. Non pas pour la tuer, Dieu il en avait assez tué déjà, mais pour la trouver, pour lui montrer ses documents, pour implorer le pardon, pour offrir, quoi? Restitution, justice. Comment remboursait-on un génocide? Mais elle avait disparu comme de la fumée. Aucun corps n'avait jamais été retrouvé dans les ruines, ce qui signifiait qu'elle avait survécu d'une manière ou d'une autre. Des rumeurs surgissaient occasionnellement d'une fille aux yeux argentés dans les terres désolées, mais au moment où ses agents arrivaient, elle était toujours partie. « Votre Majesté ?» La nourrice apparut dans l'embrasure de la porte. « Dois-je prendre la princesse? » « Non. » Albert serra Lyanna plus fort. « Je resterai avec elle ce soir. » Quand la nourrice partit, Albert regarda les yeux argentés de sa fille, la même couleur que ceux des Christopher qu'il avait assassinés, le même pouvoir qu'il avait essayé d'éliminer, la même malédiction qu'il protégeait maintenant à chaque respiration. « Je suis si désolé, » murmura-t-il à l'enfant endormi. « Je suis si désolé pour ce que j'ai fait, pour ce que je suis, pour l'héritage que je t'ai donné. » Quelque part dans l'obscurité, les fantômes des
Enfant, Christopher regardait et ne répondirent pas. Pendant ce temps, dans une taverne appelée le Bouclier brisé à la frontière du quartier des Marchands, le commandant Rowan Thorne était assis seul dans un box de coin, sa capuche tirée bas, ses mains enroulées autour d'une tasse d'ale qu'il n'avait pas touchée. Pour tout observateur, il était juste un autre garde hors service buvant ses chagrins. Personne ne le reconnaissait sans son armure, sans son insigne, sans le poids du commandement sur ses épaules. Parfait. Il attendit que la serveuse passe sa table, puis laissa 3 pièces d'argent sous sa tasse dans un motif spécifique. Formation en triangle, la plus petite pièce dessus. Un vieux code mercenaire qui signifiait « message en attente ». La serveuse, Jessa, une veuve aux yeux vifs et à la discrétion plus vive, glissa la pièce dans sa paume en douceur et s'éloigna. Elle transmettrait le message. Il atteindrait les bonnes mains éventuellement. Il le faisait toujours. Pendant 18 mois, Rowan avait fait cela, laissant des messages codés dans des tavernes à travers la capitale, des informations sur les rotations de garde, des détails sur les mouvements et les réunions du Duc Gregor, des plans du palais montrant les passages des serviteurs et les ailes faiblement gardées, tout ce qu'une personne cherchant à infiltrer le palais royal pourrait avoir besoin pour réussir, tout ce que la fille aux yeux argentés pourrait avoir besoin pour atteindre la salle du trône et dire sa vérité. Il commettait la trahison, haute trahison, si découvert, Albert n'aurait d'autre choix que de l'exécuter publiquement. Rowan le comprit, l'accepta. Il avait gagné la mort d'un traître il y a 3 ans quand il s'était tenu dans ce manoir en feu et avait scellé une cave à racines avec les yeux argentés d'une fille terrifiée, le fixant depuis l'obscurité. Il aurait pu la tuer, aurait dû la tuer. Ses ordres avaient été explicites. Pas de survivants, pas de témoins, pas de merci. Mais il ne pouvait pas. Il avait vu son visage, si jeune, si terrifié, si semblable à sa propre fille qui était morte de fièvre 5 ans plus tôt. Il avait ordonné la cave scellée, le manoir brûlé, et avait rapporté au duc Gregor que tous les Christopher étaient confirmés morts. Alors il avait vécu avec ce mensonge pendant 3 ans. Au début, il se dit qu'elle était morte de toute façon. Piégée dans la cave, cave enterré dans l'effondrement, aucun enfant ne pouvait survivre à cela. C'était une miséricorde qu'il lui avait donnée, une mort plus douce que celle qu'elle aurait affrontée à son épée. Mais alors les murmures commencèrent. Fille aux yeux argentés dans les terres désolées, fantôme hantant les ruines, survivante avec véhémence dans son cœur. Et Rowan réalisa que sa miséricorde avait fait quelque chose qu'il n'avait jamais voulu. Elle avait donné au royaume une dernière chance de vérité. Alors il avait commencé à laisser des messages, commencé à aider, commencé à essayer de transformer sa pire erreur en quelque chose qui pourrait importer. Je n'ai pas pu tuer un enfant alors, pensa-t-il, fixant son ale intouché. Je ne laisserai pas ce choix être insignifiant maintenant. Son dernier message contenait des détails sur la cérémonie de la lune des moissons 3 jours d'ici. Noble maximum rassemblé, garde minimum dans l'aile est en raison de nouvelles rotations d'affectation qu'il avait personnellement arrangées, un chemin clair des entrées des serviteurs à la salle du trône si l'on savait quel passage utiliser. Si Anaya Christopher planifiait quelque chose, et Dieu il espérait qu'elle le faisait, ce serait son moment. Rowan finit sa boisson, quitta la taverne et disparut dans la nuit. Demain, il serait le commandant Rowan Thorne encore, le guerrier le plus fidèle du roi, loyal jusqu'à la mort. Ce soir, il n'était qu'un homme essayant d'expier les cris qui hantaient ses rêves et les yeux argentés qu'il ne pouvait oublier. Dans les corps de garde à travers la capitale, dans les tavernes où les guerriers buvaient pour oublier, dans les casernes où les soldats essayaient de dormir, les crocs cramoisis mouraient. Sur 3 ans, 12 guerriers qui avaient participé au massacre Christopher avaient été trouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Pas tous en même temps. Cela aurait été trop évident. Un tous les quelques mois, répandu à travers le royaume,
chaque mort assez différente pour qu'il fallut à la garde royale 2 ans pour remarquer le motif. Capitaine Darius Blackwood, trouvé mort dans ses quartiers avec un ancien symbole gardien sculpté dans sa poitrine, ses yeux grands ouverts de terreur. Lieutenant Sarah Whitmore, découverte dans le quartier du marché, même symbole, même expression de peur absolue. Sergent Thomas Hardwick mourut en patrouille, symbole sculpté profondément, ses derniers mots rapportés comme yeux argentés dans l'obscurité. Les crocs cramoisis restants étaient terrifiés. Certains avaient démissionné de leur commission, d'autres avaient fui vers des territoires lointains. Les quelques-uns qui restaient sautaient aux ombres et dormaient avec des lumières allumées. Duc Grégor utilisa leur peur comme une arme, répandant sa propre interprétation à travers les rangs. La sorcière Christopher a survécu. Elle vous chasse avec de la magie noire. C'est ce qui arrive quand vous laissez des menaces vivre. C'est ce que la miséricorde vous apporte. Mais dans la demeure de la grotte au-delà de la frontière, Eldrick Greystone avait donné à Anaya une explication différente alors qu'elles étudiaient des rapports qu'elle avait recueillis grâce au réseau de Vieille Martha. « Tu ne les suis pas », dit-il simplement. Anaya leva les yeux des documents confus. « J'ai à peine quitté ces grottes pendant 3 ans. Comment pourrais-je? La terre elle-même les tue. La magie gardienne qui coule à travers les eaux de Thornwick. Elle n'est pas liée aux gardiens eux-mêmes, mais à l'équilibre, la justice, l'ordre naturel. » Eldrick traça le symbole gardien sculpté dans l'un des rapports. Sans gardien pour maintenir l'équilibre, la magie devient sauvage, imprévisible. Will cherche à restaurer l'équilibre à sa manière, en exécutant des meurtriers, en les marquant pour le jugement. Ces hommes ont participé au génocide contre les protecteurs de l'équilibre. La Terre reconnaît cette dette. Elle collecte cette dette. Il la regarda sérieusement. Cela s'accélérera quand tu retourneras à la capitale, quand tu approcheras les pierres gardiennes, quand tu entreras dans le palais lui-même. La magie te reconnaîtra et elle répondra. Anaya pensa aux 12 guerriers morts, à la peur se répandant dans les rangs. Une partie d'elle ressentait de la satisfaction. Ils méritaient leur peur, méritaient pire que la peur. Mais une autre partie, la partie que la voix de sa mère atteignait encore. « Je ne veux pas être un monstre », elle dit doucement. « Alors ne le sois pas. » Les yeux argentés d'Eldrick brillèrent. « Sois une gardienne. Montre-leur la vérité. Offre-leur la justice. Donne-leur une chance de choisir différemment. La terre fera ce que la terre fera. Tu ne peux pas contrôler cela. Mais tu peux contrôler si tu deviens la destructrice qu'ils craignent ou la protectrice dont ils ont besoin. » Jour présent. Une maison sûre dans le quartier marchand de la capitale. 3 jours avant la cérémonie de la lune des moissons, Anaya se tenait devant un miroir fêlé, reconnaissant à peine la femme la fixant. 3 ans l'avaient transformée. La fille effrayée dans les cendres était partie, remplacée par quelqu'un de plus dur, plus affûté, dangereux. Ses cheveux blonds blancs étaient coupés courts maintenant, pratiques pour le combat. Son corps était de muscles maigres et mouvements calculés. Ses yeux argentés, quand elle ne les ternissait pas soigneusement avec des herbes, brillaient d'un pouvoir qu'elle commençait à peine à comprendre. Sur la table derrière elle gisait son costume pour la cérémonie. Une robe simple de serveuse, un tablier, une coiffe pour cacher ses cheveux distinctifs. Documents copiés des archives de la reine-mère Isolde. La vérité sur les gardiens, la prophétie tordue, le génocide, étaient soigneusement enveloppés dans du cuir huilé et cachés dans une sacoche conçue pour ressembler à des fournitures de serviteurs. 3 jours. 3 jours avant la cérémonie de la lune des moissons, quand toute la noblesse du royaume se rassemblerait en un seul endroit. 3 jours avant qu'elle n'entre dans le palais qui avait ordonné la mort de sa famille et ne les force à faire face à ce qu'ils avaient fait. Ce soir, le royaume apprend la vérité. Elle murmura à son reflet. Ce soir, Albert Roll affronte ses crimes. Ce soir, je finis ce qu'ils ont commencé. Mais même en le disant, même alors que la conviction sonnait dans sa voix, les derniers mots de sa mère résonnaient dans sa mémoire.
Montre-leur la vérité, pas la vengeance, ma fille. Les mains d'Anaya tremblèrent légèrement alors qu'elle touchait la sacoche contenant les preuves. Vérité ou vengeance, justice ou destruction. La ligne entre eux semblait plus mince qu'elle ne le devrait, et elle n'était toujours pas entièrement sûre de quel côté elle atterrirait quand le moment viendrait. Les bougies vacillèrent, et dans leur lumière dansante, ses yeux argentés brillèrent doucement, reflétant quelque chose d'ancien et de puissant et de terrifiant. 3 jours, mais dans le palais, des choses bougeaient qu'Anaya n'aurait pu anticiper. Albert se tenait dans son bureau, fixant les mêmes documents qu'Anaya portait. Il avait déjà décidé. Quand la cérémonie viendrait, il avouerait, publiquement, devant toute sa cour, la vérité sur son grand-père, sur les gardiens, sur le génocide construit sur des mensonges. Que les conséquences tombent où elles peuvent. Sa fille méritait de grandir dans un royaume fondé sur la vérité, même si cela lui coûtait tout. Et dans les ombres de ce même palais, Duc Grégor rencontra des nobles sélectionnés, des guerriers soigneusement choisis, et murmura des opportunités sur comment un roi qui confessait un génocide pourrait avoir besoin d'être retiré pour la stabilité du royaume, sur comment le chaos pourrait être utile, sur comment le retour d'une sorcière aux yeux argentés pourrait être exactement le catalyseur nécessaire pour saisir le pouvoir proprement. 3 jours avant la cérémonie de la lune des moissons, 3 jours avant que la vérité, les mensonges, la vengeance, la justice et la conspiration ne se heurtent tous dans la salle du trône, 3 jours avant que le royaume n'apprenne ce qu'il en coûtait d'enterrer les gardiens. Et aucun d'eux, ni Anaya, ni Albert, ni Rowan, pas même Gregor, ne comprenait pleinement que la magie gardienne s'éveillant en réponse au retour d'Anaya rendrait tous leurs plans soigneux inutiles. Les pierres appelaient, la terre s'agitait, et l'équilibre, d'une manière ou d'une autre, serait restauré. La seule question était combien de sang cela coûterait. 3 jours semblaient 3 vies. 3 jours de préparatifs finaux, de vérification et de revérification des plans du palais que Rowan avait fournis, de mémorisation des rotations de garde et des protocoles des serviteurs et des 1000 petits détails qui feraient la différence. Entre atteindre la salle du trône et mourir dans un couloir oublié, 3 jours de doute rampant comme du poison, 3 jours de la voix de sa mère résonnant, montre-leur la vérité, pas la vengeance. 3 jours avant que tout ne change. La cérémonie de la lune des moissons était la plus grande célébration de Thornwick, tenue une fois par an quand les lunes jumelles s'alignaient et peignaient le ciel nocturne d'argent. Le palais royal flambait avec assez de lumière des torches pour rivaliser avec les étoiles elles-mêmes. Chaque famille noble à 3 jours de chevauchée était descendue sur la capitale, leurs plus beaux vêtements et leurs ambitions les plus aiguisées en plein affichage. La salle du trône avait été transformée en quelque chose de légende. Des bannières de soie et des couleurs de maison pendaient du plafond voûté, se balançant doucement dans des courants d'air qui sentaient les roses et le vin et le parfum cher. De longues tables de fête gémissaient sous des plateaux de viande rôtie, de fruits mielés et de délices de tout le royaume. Des musiciens jouaient dans la galerie au-dessus, cordes et flûtes tissant des mélodies qui dansaient à travers. Conversations et rires. 500 nobles et guerriers d'élite emplissaient l'espace massif, leurs corps pressés ensemble, dans une masse grouillante de manœuvres politiques et de célébrations. Des enfants de privilégiés perchés sur les épaules de leurs parents, tendant le cou pour des aperçus du roi. Des marchands qui avaient acheté leur chemin aux franges de la noblesse se regroupaient nerveusement près des murs. Des maisons anciennes avec du sang plus vieux que le trône lui-même tenaient court aux positions de choix les plus proches de la plateforme surélevée. Et sur le trône d'obsidienne, sculpté d'une seule pièce de verre volcanique par des artisans, mort 3 siècles, était assis le roi Alpha Albert Raoul. Il avait l'air de chaque pouce le puissant jeune monarque. Sa couronne attrapait la lumière des torches, envoyant des reflets fracturés danser à travers les murs. Ses robes formelles, noires garnies d'or,
rendant ses épaules plus larges, sa présence plus imposante. Aux nobles rassemblés, il apparaissait confiant, fort, en contrôle complet de son royaume. Mais Anaya, se glissant par l'entrée des serviteurs avec 19 autres serveuses, vit ce qu'il manquait. La tension autour de ses yeux, la manière dont ses mains agrippaient les accoudoirs du trône comme un homme se noyant s'accrochant à du bois flotté, le regard vide qui venait de trop de nuits sans sommeil hanté par des fantômes. Bien, pensa-t-elle sauvagement, qu'il souffre, qu'il se souvienne de ce qu'il a fait. Elle ternit ses yeux argentés avec une pâte faite de racines de fleurs d'ombre, une astuce qu'Eldrick lui avait enseignée qui les rendait d'un brun grisâtre boueux. Ses cheveux blonds blancs étaient cachés sous une coiffe de servante. Sa robe était un simple tissu filé maison qui la marquait comme sous le seuil d'attention, invisible de la manière dont les serviteurs l'étaient toujours pour la noblesse. La sacoche en cuir contenant les archives était attachée sous son tablier, pressant contre ses côtes à chaque respiration. Les documents qui exposeraient 3 générations de mensonges. La vérité qui briserait le règne d'Albert Raoul. « Montre-leur la vérité », la voix de sa mère murmura. « Je le ferai », Anaya promit silencieusement. « Mais la vérité sera-t-elle suffisante? Ou devront-ils brûler comme ma famille a brûlé? » Elle ne savait pas encore, n'était pas sûre de vouloir savoir. « Toi là !» La chef des servantes, une femme pincée nommée Gert, pointa un doigt vers Anaya et 3 autres filles. Service de vin aux tables hautes. Et n'osez pas verser une seule goutte sur quelqu'un d'important, ou j'aurai votre salaire amputé pour 1 mois. Anaya baissa la tête soumise et prit la lourde carafe de vin. Parfait. Les tables hautes étaient les plus proches de la plateforme surélevée, les plus proches du trône, exactement là où elles devaient être. Elle commença à se déplacer dans la foule, versant du vin, écoutant des bribes de conversation qui faisaient bouillir son sang. J'ai entendu dire qu'un autre croc cramoisi est mort la semaine dernière. Le 3e ce mois-ci. Magie noire, je vous le dis. Cette sorcière, Christopher, a survécu d'une manière ou d'une autre. Bon débarras aux traîtres, je dis. Le roi a eu raison de les éliminer. Les mains d'Anaya tremblèrent alors qu'elle versait le vin clapoteux dangereusement près du bord. Elle se força à respirer, à rester calme, à ne pas se trahir avant d'atteindre la plateforme. À travers la salle du trône, à peine visible à travers la foule, elle aperçut un éclair de mouvement qui n'appartenait pas. Fumée montant de quelque part dans l'aile est. Cris de feu, lointains mais alarmés. Les distractions de Rowan, juste à temps. Des gardes commencèrent à se détacher de leur position, se précipitant vers l'agitation. Les arrangements de sécurité soigneux se fracturèrent alors que les sergents aboyaient des ordres et que les soldats couraient pour enquêter. Dans le chaos, des lacunes apparurent dans la couverture. Des chemins s'ouvrirent. Merci, Anaya pensa vers l'homme qu'elle n'avait jamais rencontré mais qui l'avait aidée pendant 18 mois. Quoi qu'il arrive, merci d'avoir essayé d'expier. Elle se rapprocha de la plateforme, à 10 tables, à 8, et alors elle le vit. Duc Grégor Raoul se tenait près de la base de la plateforme, entouré d'un groupe de gardes portant son insigne personnel plutôt que l'écusson royal. Plus de gardes qu'il ne devrait y en avoir, bien plus que les renseignements de Rowan n'avaient suggéré. Ses yeux, froids et calculateurs, balayèrent la salle du trône comme un prédateur cherchant une proie. Il planifie quelque chose. Anaya réalisa avec un frisson. Ce n'est pas juste une cérémonie. Il a positionné ses pièces pour... Ses pensées furent coupées alors que le regard de Grégor passa sur elle. Pour un instant à couper le souffle, elle pensa qu'il avait vu à travers son déguisement. Mais ses yeux passèrent, la rejetant comme juste une autre servante. Anaya atteignit la dernière table, la plus proche de la plateforme. Elle commença à verser du vin avec des mains qui avaient commencé à trembler pour des raisons entièrement différentes. C'était ça. C'était le moment. Une fois qu'elle monterait sur cette plateforme,
Une fois qu'elle révélerait les archives, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle pourrait mourir. Probablement mourrait. Les gardes la couperaient avant qu'elle ne dise 10 mots. Mais la vérité serait là. Quelqu'un lirait les documents. Quelqu'un saurait ce que les Christophers étaient vraiment. Fais-le, se dit-elle. Pour mère, pour père, pour Alara. Myriam et le petit Damien qui n'ont jamais pu grandir, fais-le. Anaya posa sa carafe de vin, tendit la main vers les marches de la plateforme et croisa les yeux avec le capitaine Soren Blackwood. Le guerrier Croc Cramoisi était assis à la table haute, son visage cicatrisé, plus dur que le trône d'obsidienne. Il avait été là cette nuit-là et elle avait vu son visage à travers la fumée, l'avait entendu crier des ordres de les brûler. Ses yeux, un ambre doré de Litchen, s'élargirent alors qu'il rencontrait les siens. Pendant une seconde, la pâte de fleur d'ombre aurait pu cacher ses yeux argentés. Pendant une seconde, elle aurait pu être juste une autre serveuse. Mais alors, l'effet de la pâte vacilla juste un instant et sa vraie couleur éclata. La reconnaissance frappa le visage de Blackwood comme un éclair. Sa bouche s'ouvrit, sa main alla à son épée. La sorcière Christopher. Son rugissement coupa à travers la musique et la conversation comme une lame à travers la soie. « Elle est ici !» La salle du trône éclata. Des gardes tirèrent leurs épées avec un son comme un tonnerre roulant. Des nobles crièrent, certains plongeant pour se couvrir, d'autres se précipitant pour voir. Des musiciens dans la galerie s'arrêtèrent de jouer en pleine note. Des enfants commencèrent à pleurer. La mise en scène soignée se dissout dans un chaos instantané. Anaya laissa tomber son déguisement. Littéralement, elle arracha la coiffe de servante, laissant ses cheveux blonds blancs tomber librement, déchira son tablier, tirant la sacoche en cuir contenant les archives. 20 gardes formèrent un cercle autour d'elle. Épée pointée vers l'intérieur, une cage d'acier et d'intention de tuer. « Ne bougez pas !» Blackwood commanda, son épée tirée, avançant. « Ne respirez même pas mal ou je jure que je... » La vérité. La voix d'Anaya coupa à travers le chaos, alimentée par 3 ans de rage et de chagrin. Elle tint la sacoche haute, au-dessus de sa tête, où tout le monde pouvait voir. « Je porte la vérité sur les gardiens, la vérité sur le génocide de votre roi. La vérité sur pourquoi ma famille est vraiment morte. » Mensonge. La voix du duc Grégor résonna de près de la plateforme. Magie noire et tromperie. Elle est venue nous détruire tous, juste comme la prophétie l'avait averti. La prophétie était tordue. Anaya cria en retour. Les Christophers n'étaient pas des traîtres. Nous étions des protecteurs. Ces documents le prouvent. La reine-mère Isolde documenta tout avant de mourir. Des murmures se répandirent parmi les nobles. Certains semblaient curieux, d'autres effrayés, la plupart juste confus, pris entre la sorcière que tout le monde avait appris à craindre et des affirmations qui contredisaient tout ce qu'on leur avait dit. Le cercle de garde se resserra, Blackwood leva son épée pour le coup fatal, et Rowan Thorne traversa la foule comme une intervention divine. « Retirez-vous. » La voix du commandant de la garde royale portait une autorité absolue. Il se plaça entre Anaya et les gardes encerclant, sa propre épée tirée mais pointée vers le sol. « Vous tous, retirez-vous maintenant. » « Commandant, » Blackwood eut l'air choqué. « C'est la Christopher. Je sais qui elle est. » La voix de Rowan était stable, malgré le tremblement qu'Anaya pouvait voir dans ses mains. « J'étais là la nuit où sa famille est morte. J'ai mené les crocs cramoisis dans le manoir Christopher. J'ai donné l'ordre de le brûler. » Ah bon, silence choqué. « Et elle dit la vérité, » Rowan continua, sa voix portant à chaque coin de la salle du trône. « J'ai aidé à assassiner des innocents, des enfants, toute une lignée massacrée basée sur des mensonges que je n'ai pas questionnés, parce que j'avais trop peur, trop obéissant, trop certain que suivre les ordres m'absolvait de responsabilité. » Il se tourna pour faire face au trône, pour faire face à Albert directement. « Les Christophers n'étaient pas des traîtres, votre majesté.
Ils étaient des gardiens, et nous les avons tués pour avoir essayé de protéger ce royaume de la corruption. Le visage du duc Grégor se tordit de rage. Le commandant Thorne a été compromis par la magie noire. Ne voyez-vous pas? Elle le contrôle, l'utilise pour répandre son poison. Il fit un geste vers ses gardes personnels. Tuez-les tous les deux. Protégez votre roi. Protégez le trône. Les gardes de Grégor avancèrent. Les gardes royaux hésitèrent, pris entre les commandants, entre les ordres, entre des versions de la vérité qui ne pouvaient pas être toutes deux justes. Et sur le trône d'obsidienne, le roi Alpha Albert Raoul bougea enfin. Il se leva lentement, ses robes formelles tombant autour de lui comme des ombres, sa couronne attrapant la lumière des torches. Chaque œil se tourna vers lui, attendant l'ordre qui déterminerait si Anaya et Rowan vivaient ou mouraient. « Votre Majesté », Grégor pressa, sa voix urgente. « Donnez l'ordre, mettez fin à cette menace avant. » Albert descendit les marches vers la confrontation. Son visage était illisible, un masque sculpté dans le marbre. Ses yeux dorés balayèrent la scène. Anaya tenant les archives. Rowan se tenant en défense de la fille qu'il avait essayé d'aider à assassiner. Garde avec des épées tirées, noble pressé contre les murs. Toute sa cour regardant pour voir quel genre de roi il était vraiment. La tension était insupportable, suffocante. Et alors Anaya le sentit, profondément dans sa poitrine, dans son sang, dans ses os même, la magie gardienne dont Eldrick avait parlé, dormante pendant 3 ans, s'éveillant soudainement. « Non, pensa-t-elle, la peur montant en flèche. Pas encore, pas comme ça. » Mais la magie ne se souciait pas de sa peur ou de ses plans ou de son contrôle attentif. Elle répondit à la menace, à la rage, à 3 ans de chagrin, atteignant finalement son point de rupture. Les anciennes pierres gardiennes incrustées dans les murs du palais, éléments décoratifs que la plupart des nobles ne remarquaient même pas. Vestiges d'un temps ancien où les gardiens marchaient librement, commencèrent à briller. Faiblement au début, juste un miroitement dans la maçonnerie sculptée, puis plus brillant et encore plus brillant. Les yeux argentés d'Anaya flamboyèrent d'une lumière blanche qu'aucune herbe ne pouvait ternir. Ses cheveux se soulevèrent comme si attrapés par un vent qui n'existait pas. Le pouvoir crépita dans l'air comme une tempête approchante, pressant sur tout le monde dans la salle du trône avec le poids des siècles. Chaque loup présent le sentit dans leurs âmes. Une autorité ancienne, une reconnaissance primale, quelque chose que leurs loups comprenaient même si leurs esprits humains ne le faisaient pas. Ce n'était pas de la magie noire, ce n'était pas de la corruption, c'était un gardien. Les fenêtres volèrent un éclat, toutes simultanément, avec un son comme le monde se brisant. Le verre explosa vers l'intérieur dans une cascade de tessons scintillants qui attrapaient la lumière des torches comme 1000 étoiles tombantes. Des nobles crièrent, se baissant, couvrant leurs têtes alors que des éclats de verre pleuvaient. La pression dans la pièce s'intensifia, invisible, accablante, indéniable. Et alors, un par un, les loups commencèrent à tomber. Ce n'était pas volontaire. Leurs jambes fléchirent simplement, les forçant à genoux qu'ils le veulent ou non. Des gardes laissèrent tomber leurs armes avec des cliquetis qui résonnèrent sur la pierre. Des nobles, dans leur soie fine, se retrouvèrent à genoux dans du verre brisé, incapables de résister à l'attraction. Même les guerriers personnels du duc Grégor, ceux avançant avec les épées levées, tombèrent à genoux, visages tordus de confusion et de terreur primale. L'instinct lycan de se soumettre à une vraie autorité était absolu, biologique, impossible à combattre. Le capitaine Blackwood tomba, son épée cliquetant de doigts sans nerfs. Les gardes du duc Grégor s'effondrèrent en une vague. Même Rowan tomba sur un genou, bien que son visage montrât quelque chose comme du soulagement mêlé à son effroi. 500 nobles et guerriers pressés à genoux par une magie qui reconnaissait ce qu'ils avaient essayé de détruire. Seules 2 personnes restaient debout. Anaya Christopher,
brillante de pouvoir gardien qui rendait l'air lui-même chatoyant autour d'elle, ses yeux argentés flamboyants comme des doubles pleines lunes, ses cheveux fouettant dans ce vent impossible. Elle ressemblait à la justice incarnée, à la vengeance donnée forme à tout ce que le duc Grégor les avait avertis qu'elle serait, et le roi Alpha Albert Raoul se tenant seul au centre de la salle du trône, la couronne toujours sur sa tête, faisant face à la fille dont il avait assassiné la famille. « Tuez-la !» Le duc Grégor cria de ses genoux, sa voix aiguë de panique. « Archer, tuez-la maintenant avant qu'elle ne nous détruise tous. » Avec la prophétie. Mais personne ne bougea, personne ne pouvait bouger. Il ne pouvait que s'agenouiller et regarder alors que le destin du royaume était en jeu entre une gardienne en deuil et un roi hanté par la culpabilité. Les mains d'Albert se dirigèrent lentement vers sa couronne. Ses doigts tremblèrent dès lors qu'il touchait l'obsidienne et l'or, le symbole de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il avait hérité, de tout ce qui était construit sur les tombes d'innocents. Ses yeux dorés rencontrèrent les yeux argentés flamboyants d'Anaya à travers la dévastation de verre brisé et de certitude brisée. Le royaume entier retint son souffle, parce que ce qui arriva ensuite serait raconté pendant des générations, chanté dans des ballades, écrit dans des histoires, le moment où tout changea. Parfois, le choix le plus puissant n'est pas de détruire votre ennemi. Parfois, c'est quelque chose de bien plus dangereux, leur montrer une miséricorde qu'ils ne méritent pas. Et à ce moment, avec la magie gardienne crépitant dans l'air et 500 témoins agenouillés dans du verre brisé, le roi Alpha Albert Raoul fit son choix. Pendant un moment qui sembla une éternité, personne ne respira. La salle du trône était figée, 500 nobles et guerriers à genoux dans du verre brisé, la magie gardienne crépitant dans l'air comme un éclair capturé, et le roi Alpha Albert Raoul se tenant seul devant la une fille dont il avait assassiné la famille. Ses mains tremblèrent alors qu'elle touchait sa couronne. « Votre Majesté, non. » La voix du duc Grégor coupa le silence, aigu de panique. « Quoi qu'elle ait fait à votre esprit, combattez-le. Garde, saisissez, taisez-vous. » La voix d'Albert portait l'autorité absolue d'un alpha, le genre de commandement qui fit même la bouche du duc Grégor se fermer involontairement. « Vous tous, taisez-vous et soyez témoins. » Il souleva la couronne de sa tête, le symbole de 3 générations de règne Raoul, le poids d'un royaume, l'héritage de son père et grand-père. Albert la tint dans des mains tremblantes, fixant l'obsidienne et l'or comme s'il le voyait pour la première fois, le voyant pour ce qu'il était vraiment. Un trône construit sur des tombes, une couronne forgée de mensonges. Il commença à descendre les marches de la plateforme. Chaque pas résonnait dans le silence suffocant. Chaque œil dans la salle du trône regardait, incapable de détourner le regard, incapable de traiter ce qu'il voyait. Un roi descendant, un roi retirant sa couronne, un roi marchant vers l'ennemi qui aurait dû être exécuté à vue. « Neveu, que fais-tu » La voix de Grégor craqua de désespoir. « Pense à ton père, ton héritage, tout ce que nous avons construit sur le génocide. » La voix d'Albert était calme mais portée à chaque coin. Tout ce que nous avons protégé avec des mensonges. Il atteignit le bas des marches, marcha à travers le verre brisé qui craquait sous ses bottes, s'arrêta à 3 pas d'Anaya, dont les yeux argentés flamboyaient de magie gardienne et de 3 ans de chagrin. Alors le roi Alpha Albert Raoul fit quelque chose qu'aucun Raoul n'avait fait en 60 ans. Il tomba sur un genou. Les halètements qui parcoururent la foule sonnèrent comme le vent à travers un cimetière. Des nobles se serrèrent les uns contre les autres. Des guerriers regardèrent avec incrédulité. Même les yeux flamboyants d'Anaya s'élargirent légèrement, son pouvoir vacillant de surprise. Albert plaça la couronne sur le sol entre eux. L'obsidienne attrapa la lumière des pierres gardiennes brillantes, reflétant quelque chose qui ressemblait presque à du sang. Anaya Christopher. Sa voix se brisa sur son nom. Des années de cauchemar enfin exprimées.
J'ai assassiné ta famille basés sur des mensonges qui m'ont été nourris depuis l'enfance. Des mensonges sur les gardiens étant des praticiens sombres. Des mensonges sur les enfants aux yeux argentés étant une menace. Des mensonges qui ont fait que le génocide a semblé être une protection. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, et il ne fit aucune tentative pour les cacher. Un roi pleurant devant sa cour, un roi confessant son plus grand péché. Pendant 3 ans, j'ai vécu avec leurs cris dans mes rêves. Les cris d'enfants. Ton frère, Damien, 7 ans, j'ai signé son ordre de mort. Tes sœurs, Alara et Myriam, 12 ans, j'ai ordonné qu'elles soient brûlées vives. 47 personnes, 47 vies que j'ai volées parce que j'étais trop effrayé, trop manipulé, trop certain de faire la bonne chose. Il tira des documents de l'intérieur de ses robes formelles, des parchemins qui bruissaient dans le vent impossible du pouvoir d'Anaya. Il y a 6 mois, j'ai trouvé les archives cachées de ma grand-mère. La reine-mère Isolde a tout documenté avant de mourir. La vérité sur ce que les gardiens étaient vraiment. La vérité sur la corruption de mon grand-père. La vérité sur le génocide qu'il a commis pour cacher ses crimes. La voix d'Albert se renforça, pourtant aux nobles, qui se pencheront en avant malgré leur peur. Leur peur. Ma grand-mère a essayé de me prévenir avant de mourir. Elle m'a laissé une lettre, m'a supplié de choisir différemment si les gardiens revenaient un jour. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas cru. Et 47 personnes ont payé de leur vie mon ignorance. Il leva les documents plus haut, ses mains tremblantes. Ce sont des copies de ce qu'elle a préservé, des preuves du détournement de fonds du roi Théron Raoul. De ses arrangements secrets avec des pillards, de ses plans pour éliminer les familles nobles qui s'opposaient à lui, et la preuve que les Christopher, les gardiens, ont tout découvert et ont prévu de restaurer l'équilibre par une justice appropriée. Mensonge. Le duc Grégor lutta contre la pression invisible, le retenant à genoux, son visage violet de rage. Elle le contrôle. Ne voyez-vous pas? Magie noire juste comme la seule magie noire ici. Albert interrompit, sa voix froide comme le gel d'hiver est ce que ma famille a fait à des protecteurs innocents. Il regarda Anaya, rencontrant ses yeux argentés flamboyants qui pouvaient voir à travers chaque tromperie, chaque mensonge, chaque justification soigneusement construite. Je ne mérite pas ta miséricorde. Je ne mérite pas de vivre. Je demande seulement que tu te souviennes. Certains d'entre nous ne savaient pas. Certains d'entre nous ont reçu des mensonges et les ont crus parce qu'on nous a appris à faire confiance à ceux qui nous ont précédés. La salle du trône éclata en murmures choqués, les nobles se tournant les uns vers les autres, les visages pâles de compréhension ou rougis de déni, les guerriers qui avaient combattu dans le massacre regardant leurs mains comme s'ils y voyaient du sang pour la première fois, et le duc Grégor, regardant son monde soigneusement construit commencer à s'effondrer, joua sa finale, désespérée carte. Amenez l'enfant. Sa voix craqua d'hystérie. Amenez-la maintenant. Confus, les gardes se regardèrent. Votre grâce, quoi l'enfant? Grégor cria. La fille du roi, amenez-la avant qu'il ne soit trop tard. Mouvement à l'entrée latérale de la salle du trône. Vieille Myriam, la nourrice apparut, l'air terrifié et confus, un petit paquet dans ses bras. Elle avait été appelée par les gardes du duc Grégor des heures plus tôt, et on lui avait dit de se tenir prête avec la princesse, bien qu'elle n'ait pas compris pourquoi.